Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Laura Brion, chargée de communication de la ruche industrielle et en charge de la programmation des conférences déjeuner. Dans le respect des mesures sanitaires, cette conférence se déroule à distance et puis aussi en présentiel pour une poignée d'entre vous. Cette intervention est enregistrée pour permettre la diffusion d'un replay. Vous pouvez formuler des questions dans le chat tout au long de la conférence de Muriel. Nous prendrons en note vos questions pour les transférer donc à Muriel en fin de présentation, dans un temps de questions-réponses. Je vous invite à couper votre micro pour ne pas créer de bruit parasite et également votre vidéo si vous ne souhaitez pas être intégré au replay que nous allons faire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Muriel Guillet. Muriel a de nombreuses cordes à son arc puisqu'elle est biologiste, executive coach depuis 15 ans auprès des dirigeants d'entreprise, fondatrice du cabinet Arevia, auteure et conférencière. Muriel nous invite à reconquérir en nous cet espace que l'on appelle l'espace du beau et l'incarner au sein des organisations. Elle nous apprend à nous emparer des éléments perturbateurs de notre quotidien, les fameux grains de sable qui nous chatouillent, et en changeant de regard, de les transformer en perles rares. En fait, d'accepter la beauté tout simplement. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la parole à Muriel. Bonne conférence à tous. Merci Laura. Alors, plusieurs cordes à son arc, tu ne crois pas si bien dire, hein, parce que je tire à l'arc. J'ai la joie d'avoir pratiqué pendant quelques années le Kyudo, qui est le tir à l'arc japonais, qui s'appelle aussi le zen en action. C'est une façon d'être malgré tout en action, mais par un art martial particulier. Alors, bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est se transformer en beauté et je voulais aborder ce thème par le chaos, puisque c'est probablement ce que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui avec cette période de crise. Alors, crise sanitaire, crise écologique, crise économique, voilà. On va parler du chaos, crise parfois politique dans certains pays. Et j'avais envie de commencer par le début de l'univers, le commencement de l'univers, qui était aussi un sacré chaos. L'univers est né il y a pratiquement 14 milliards d'années. Et notre petite planète Terre, 4 milliards 5, c'est déjà pas mal. Et finalement, quand on regarde bien, nous sommes un peu des poussières d'étoiles. Bienvenue. Voilà. Donc, j'accueille des nouvelles poussières d'étoiles qui nous ont rejoints. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Je voulais camper le décor avec le chaos qui n'est pas finalement que tragique, mais qui peut aussi être à l'origine de naissance. De naissance d'univers et de naissance d'un nouveau monde. J'espère qu'on vivra ça dans les prochaines années. Alors, qui dit chaos, dit quand même perte de repères. Et ça, c'est pas facile du tout. Pourquoi perte de repères, c'est pas facile? Parce qu'on est obligé de lâcher ses convictions, ses croyances, ses a priori. Je pensais jusqu'alors que dans le secteur d'activité où je me trouvais, il n'y aurait aucun problème, où je pensais que voilà, toutes nos croyances ou nos repères d'antan brûlent. Alors, qui a envie de s'asseoir sur une chaise qui brûle? Peu de personnes. Ça veut dire qu'on doit lâcher quelques repères. La grande difficulté, c'est de savoir lesquels. Alors là, je vous ai donné une magnifique image de sauterelle. Comme tous les arthropodes, les sauterelles, pour grandir, se retrouvent coincées dans un exoderme qui finalement est trop étroit. Évidemment, je vous invite aussi à vous questionner sur en quoi aujourd'hui je suis dans un espace trop étroit, dans ma vie, dans mon entreprise.
Et qu'est-ce que finalement je dois abandonner comme vieille peau pour faire peau neuve? Alors, le cas de la sauterelle est un cas finalement assez aisé, puisque grosso modo, il garde une grande partie de sa structure et puis il ne change que de peau. En revanche, le papillon, si vous connaissez son histoire, c'est plus complexe. Le papillon, au départ, c'était une chenille. Et puis pendant un certain temps, bien, la chenille s'est transformée pendant le temps de la chrysalide en espèce de bouillie. Donc cette période de bouillie, qui est une phase de transition, où on a perdu les anciens repères et on n'a pas encore les nouveaux, c'est une phase très anxiogène, évidemment. Comme le dit si bien c'est qui Richard Bach, tout le monde, la chenille pense que c'est la fin du monde, et le monde sait qu'en fait c'est un papillon. Donc, à une période où on est en phase de grande mutation et on n'a pas encore les nouveaux repères et on ne sait pas encore où on va, il faut accepter de perdre en grande partie nos repères. Mais ce sont des repères externes. On peut lâcher tous les repères externes, en fait. Qu'est-ce qu'on a comme repère intérieur qui fait que, quelle que soit la situation externe, on sera capable de s'adapter? Et là, pour trouver ces repères internes, il faut faire silence. On parlait tout à l'heure de méditation. Toutes les pratiques de méditation sont possibles. Faire silence, ça veut dire quoi? Déjà, c'est couper toutes ces informations qu'on entend Pierre Larigot et qui sont systématiquement négatives. Rester lucide pour autant. Garder des capteurs pour entendre une partie des informations de l'environnement, mais sans que ça nous impacte au niveau émotionnel. Parce qu'évidemment, quand on est dans l'émotion, quelle qu'elle soit, la colère, la révolte, la frustration, tous ces sentiments-là nous empêchent de nous ancrer dans notre centre. Donc l'invitation, quand on est en quête de vision pour l'avenir, c'est de faire un grand, grand, grand silence intérieur. Et puis finalement, quand on fait un silence, on se rend compte que à quoi on est vraiment attaché? À quoi suis-je vraiment attaché? De quoi suis-je capable de me détacher? Et quand je dis il faut entendre moi et puis toute mon organisation. Qu'est-ce qui finalement ne sert à rien? Qu'est-ce qu'on a mis en place qui à une époque était très très utile, hein, mais qui aujourd'hui n'a plus de sens? Quelquefois, on se rend compte en discutant, en décortiquant un petit peu les raisons pour lesquelles on a mis en place quelque chose, qu'à l'époque, effectivement, ça avait encore du sens, mais qu'on avait complètement perdu l'origine, la raison pour laquelle on l'a mis en place. Et en le revisitant, parfois on se rend compte que waouh, c'était une super bonne idée. Donc non seulement je vais rendre explicite l'origine, le sens d'origine. Pourquoi j'ai mis en place ça? Je vais le rendre explicite. Ou bien au contraire, je me rends compte que waouh, aujourd'hui ça n'a plus aucun sens, plus aucun intérêt. Alors je ne me moque pas de moi, je ne me moque pas des équipes d'antan, c'est pas le sujet. À l'époque, ça pouvait avoir du sens. Mais aujourd'hui, je change. Donc, il y a des détachements qu'il faut accepter de faire vraiment en se recentrant sur OK. À quoi ça sert? À quoi ça sert? On parlait tout à l'heure finalement de vivre avec peu, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon organisation pour une bonne raison à une époque qui ne sert plus à rien aujourd'hui? Parce que le monde a changé. Parce que le niveau de conscience a changé. Il faut toujours une raison à un changement.
soit je m'éloigne d'une situation que je trouve toxique, désagréable, soit je suis appelée par une situation qui est bénéfique. Comme une étoile que je suis. Voilà. Il faut une raison à un changement. Pourquoi est-ce que je changerais? Le cerveau humain est ainsi fait qu'il apprécie particulièrement le confort. Le confort, c'est les habitudes. Qu'est-ce que je suis à l'aise dans les espaces que je connais? Pourquoi est-ce que je changerais? Donc, il faut vraiment que soit le milieu est tellement toxique qu'il faut vraiment que je m'en aille parce que ça ne sent pas bon. Ou alors, waouh, j'ai vu quelque chose, j'en rêve. Voilà. Là, il n'y a pas de frein quand on est comme ça. Il n'y a pas de frein au changement quand on est comme ça, quand on dit ça. Et quand on accompagne un changement, une transformation dans une organisation, déjà, il faut être conscient qu'effectivement, il va y avoir des deuils à faire. Et ça s'accompagne, un deuil. Il ne suffit pas de dire, bon, allez, je lâche ça, non. C'est pas aussi simple. Le deuil, on le voit quand on vit un deuil personnel d'un être cher. Il faut un certain temps. Une situation confortable dans une organisation, il faut aussi un certain temps pour lâcher, accepter de passer à autre chose. Non seulement il faut un certain temps, mais il faut se l'avouer. C'est-à-dire qu'on doit être capable de dire c'est difficile aujourd'hui pour moi de vivre ça, et l'autre doit pouvoir l'entendre aussi. Pour autant, si je communique à nouveau sur le sens de ce changement et que j'explique que l'étoile, elle en vaut la peine, j'embarque les êtres qui sont dans mon organisation. Je les embarque. Donc le silence intérieur, c'est je cesse de me faire perturber par tout le bruit pour retrouver mon silence intérieur, parce que c'est dans ce silence intérieur que je peux écouter. Alors qu'est-ce que j'écoute? J'écoute l'inattendu. J'écoute l'intuition. L'intuition, ce sont les micro-signaux de l'environnement. C'est pas si abstrait que ça. Hein. C'est juste une capacité à capter des micro-signaux de l'environnement. J'écoute quoi? J'écoute mon cœur. Ça fait 20 ans que j'avais envie de faire ça. Là, il y a une période de rupture magnifique. Je vais le faire maintenant. Et puis, je vais choisir des endroits qui m'inspirent. Voilà. Qui me stimulent, qui me titillent, qui me réjouissent, qui me mettent en ébullition, voilà, comme la ruche. Le lieu, on en parlait encore tout à l'heure, le lieu est fondamental. La façon dont on agence les lieux va permettre ou non une ouverture à du nouveau. Sortir de ces vieux schémas, c'est typiquement enlever les tables. Enlever les chaises autour d'une table. Pourquoi est-ce qu'on enlève les tables ça fait 15 ans que j'anime des team building. Je n'ai plus de table depuis 15 ans. Alors, il y a 15 ans, c'était un petit peu original. Pourquoi il faut enlever les cadres? Les cadres et les tables, justement pour sortir du cadre. Quand on a une table, on écoute le sachant, l'expert, et on prend des notes. Quand on se met en cercle, au centre, il n'y a personne. Ça veut dire qu'on est tous à équidistance du centre. Ça veut dire que tout le monde a quelque chose à dire. Ça change tout. Je ne viens pas pour recevoir. Je reçois aussi, bien sûr. Mais je viens à la fois pour recevoir et pour donner. Voilà. Donc, je participe. Je m'engage. Je ne viens pas juste pour consommer. Voilà.
On parle de la société de consommation qui arrive à son paroxysme. Et c'est bien parce qu'on est en train de comprendre que c'est juste du délire total. Mais ça nous amène à quoi? À prendre conscience. De quoi ai-je besoin réellement? Est-ce que j'ai besoin de tous ces objets? Est-ce que j'ai besoin de cette table? Est-ce que j'ai toujours besoin de confort? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai toujours besoin de confort? Intuitivement, on dirait presque, ou spontanément, on dirait bah oui, évidemment. Mais est-ce qu'on ne connaît pas des situations dans notre vie où on a, justement, parce qu'on a été dans un inconfort, on a découvert un nouveau talent en nous, une nouvelle ressource qu'on n'avait même pas imaginée. Donc, j'ai presque envie de dire, vive l'inconfort, vive la crise. Alors, je sais que c'est choquant, ça peut être choquant. Vive la rupture. Évidemment, on ne peut pas le dire au moment où on est dedans, parce que quand on est dedans, c'est dur, on souffre. Mais en fait, la souffrance, elle vient d'où? Elle vient de la relation qu'on a avec ce qui se vit. Ça ne vient pas vraiment de ce qui se vit. Ça vient de la relation qu'on a à ce qui se vit. Donc évidemment, pendant la période de souffrance, c'est compliqué. Et vous remarquerez que quand on prend du recul, donc hop, je prends de la distance. C'est bien une histoire de relation et de distance. Prendre de la distance par rapport à ce que je suis en train de vivre, ça va mieux. C'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on est en train de commencer à découvrir le travail à distance. Magnifique. Avantage, inconvénient, mais magnifique pour la distance. Quand on a le nez dans le guidon, qu'on est accaparé toutes les 5 minutes dans son bureau et qu'on ne peut plus trouver 5 secondes pour prendre du recul dans une situation, eh bien vous changez d'espace pour pouvoir prendre du recul. Vous prenez de la distance. Alors, prendre de la distance aujourd'hui en télétravail, avantage, inconvénient. Effectivement, on peut creuser beaucoup plus certains sujets à distance. Par ailleurs, ce qui va nous manquer, c'est le relationnel. Mais qu'est-ce qu'on met en place là encore? On parlait des irritants. Le sujet, comment est-ce que je transforme, comment je transforme ces irritants en perles. Comment je transforme le télétravail en perles. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen de travailler. Ça veut dire que c'est un moyen qui nous a été amené par obligation. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je ne crois pas du tout au hasard, mais vraiment pas du tout au hasard. Qu'est-ce que je fais de ces nouvelles situations qui arrivent, qui surviennent? Comment je le transforme? Quelle vocation ça fait naître? Il y a des gens qui n'étaient pas du tout connus dans l'entreprise et puis qui, d'un seul coup, sont devenus des super pros des connexions voilà, et qui ont beaucoup plus travaillé sous cette forme-là que sous d'autres formes. Pourquoi pas? Je disais tout à l'heure, je trouve que cette période est magnifique parce qu'elle permet, en prenant du recul, de se repositionner, de se reposer les bonnes questions. Où est-ce que j'ai envie que mon organisation aille? Où est-ce que j'amène mon bateau? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Parce que cette période de crise, c'est une forme d'instabilité, elle permet du recul. Et puis, on se dit, finalement, c'est un point de rupture. C'est peut-être le moment de lâcher ce que je ne voulais plus. Et qu'est-ce qui m'appelle alors? Parce que c'est bien beau de lâcher.
Je change tout, je fais comme le papillon. Je fais un 360 ou je change un petit peu parce que j'étais déjà dans la bonne direction, celle qui m'appelait depuis longtemps. Et puis cette crise, cette rupture, elle m'invite à aller encore plus loin, encore plus vite, encore plus fort. Ça peut être un accélérateur. J'avais une dirigeante tout à l'heure au téléphone qui me disait, mais moi, ça permet juste l'accélération de tout ce que je voulais mettre en place. Magnifique. Alors, quand je dis changer, changer pourquoi? Alors, notre axe, notre ancrage, notre stabilité vient des valeurs qu'on porte. Bon. Nos valeurs nous amènent à mettre en place des croyances. Il y a certaines croyances qu'il faut qu'on lâche, pour autant sans lâcher ses valeurs. Plus on grandit en conscience, et plus nos croyances évoluent vers de plus en plus large, une compréhension de plus en plus large, une compréhension de l'interdépendance, par exemple. Et donc, si on ne lâche pas nos petites guerres d'ego, qu'est-ce qui se passe? On se protège, on devient persuadé on est le seul à avoir notre raison, que notre pays est le meilleur, que notre opinion est la bonne et que c'est la seule qui vaille. En PNL, programmation neurolinguistique, quand on parle de valeurs, on parle aussi d'équivalence concrète. La liberté, c'est une valeur. Mais alors, les équivalences concrètes, ouf, alors il y en a à foison. Tout le monde a son interprétation personnelle de ce que c'est que la liberté. C'est quoi ton équivalence concrète? Ça peut être la liberté, c'est de ne pas être marié, c'est de ne pas avoir d'enfants, c'est de pouvoir partir, de ne pas être salarié, c'est de... Enfin, je ne sais. C'est quoi la liberté? Pour avoir vécu aux États-Unis, je peux vous dire que la liberté en France et la liberté aux États-Unis, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même représentation. Alors, c'est pas grave. C'est super intéressant. C'est génial. Sauf si je suis convaincue que moi, j'ai la seule bonne définition. Évidemment. Là, il va y avoir un conflit. Mais si je pars du principe que le point de vue de l'autre et sa façon de voir le monde est différente, et que c'est une autre façon, mais qui me donne une autre représentation, et donc finalement une vision plus large du monde, ça change tout. Et là, au lieu de dire « waouh, c'est compliqué », c'est complexe. Ah, mais c'est complexe, mais la vie est complexe. L'univers est complexe. Complexe, ça veut dire « waouh, magnifique ». C'est varié. Il y a plein de choses à découvrir encore. C'est pas un problème, la complexité. Ça peut même être jubilatoire. Quand en systémique, on dit que quand une situation est complètement bloquée, il faut rajouter encore un petit peu de complexité, un petit grain de plus de complexité. Et à un moment donné, le système bascule. Alors je disais pas de guerre d'ego, c'est compliqué de dire ça parce que on est tous tentés. Quand je dis nous, on est tous tentés, je ne m'exclus pas. Moi, je viens juste témoigner, je n'ai pas de position autre que celle-là, mais vraiment, quand je dis on est tous tentés d'être flattés, on apprécie tous être flattés. Ça touche un peu notre orgueil,
Si on a une chaise un petit peu plus confortable que le voisin, bah, voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre soi-même aussi? Alors cet ego, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'ego mal utilisé, ça fait des conflits. Hein. On le voit tous les jours, dans le monde entier. Bah déjà, partir du principe qu'on n'a pas raison. On n'a pas tort, on a un point de vue. Et puis qu'en général, quand il y a un conflit, c'est parce on n'est pas au bon endroit pour trouver la solution, en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait une opinion A, puis l'autre qui avait son opinion B, puis que c'était en conflit constant et on ne pouvait pas s'en sortir. Et en fait, la solution n'est ni dans A ni dans B, elle est au-dessus, en C. Donc si on n'intègre pas le point de vue de l'un et de l'autre, changeons de logique. On n'est plus dans la logique du c'est soit toi, soit moi. Déjà, si on pouvait arriver à et, la logique de et, c'est mieux que la logique du ou. D'accord. Une fois qu'on est passé à la logique de et, qu'on a compris que ton point de vue était bien et que le mien pouvait être aussi intéressant, comment est-ce qu'on œuvre ensemble? Pour œuvrer ensemble, il faut avoir un projet commun. Et moi, j'aime bien parler de communauté de destin. Parce que là, on n'est plus juste dans moi, toi, nous, mais on est vraiment dans sur quelle planète nous vivons. Alors, ça paraît super large comme compréhension du monde, la planète. On se dit, oui, enfin bon, ça c'est bien gentil, mais on va peut-être redescendre un petit peu sur Terre. Bah oui, c'est de ce dont on parle, la Terre, justement. Et comment est-ce que je comprends qu'en interagissant là, ici, à Lyon, dans mon organisation, je peux avoir un impact sur la Chine, sur les États-Unis, sur l'Espagne, sur... Comment est-ce que je prends conscience de ça? Comment est-ce que je prends conscience que les poussières d'étoiles du démarrage qui nous ont amenés à une atmosphère qui, grâce au ciel, est pleine d'oxygène encore, comment est-ce que je prends conscience que j'appartiens à tout ça? Et que tout ce que je fais, y compris des choses minimes, a un impact sur l'ensemble. Ça, je crois que le grand défi de cette crise, ça va être de monter en conscience sur le rôle que chacun d'entre nous peut avoir dans l'ensemble. C'est le défi majeur. Et donc ensemble. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout le monde. Ça veut dire que si je n'ai pas le même point de vue que l'autre, je vais essayer de m'en expliquer, je vais voir à quel endroit, comment il est possible qu'il voit ça sous cet angle-là. Quand je suis allée aux États-Unis, j'ai essayé de rentrer dans la grille de lecture du monde d'un Américain. C'est fondamentalement différent d'un Français. Donc soit je juge avec ma grille de lecture française, et je ne comprends même pas comment Trump a pu arriver au pouvoir. Et j'y étais à l'époque. Soit je rentre dans la grille de lecture d'un Américain et il y a une raison, il y a plusieurs raisons. Voilà. Il y a une forme de cohérence. Ça ne veut pas dire que je m'en réjouis, ça veut dire que apprenons à rentrer dans la grille de lecture de l'autre pour comprendre sa cohérence et peut-être, si on considère que son attitude n'est pas juste, de l'aider, de l'accompagner vers une attitude plus juste. Pas par un bras de fer, par un accompagnement, l'empathie, la compréhension. Voilà. Nos compétences, les compétences de demain, elles vont être vraiment très différentes.
convaincre, ce ne sera plus ni par la force, ni par la manipulation. C'est pas ça. C'est pas ça demain. Ce sera pas ça demain, j'en suis sûre. Et j'espère. Mais l'espoir, c'est un pari. Demain, la grande orientation, ce sera plus je prévois tout, je contrôle tout. On attendait d'un dirigeant avant qu'il puisse avoir cette vision, cette planification. Demain, ce n'est pas ça qu'on va attendre d'un dirigeant. D'abord, on va attendre que les gens soient de plus en plus leaders de quelque chose, quoi. Responsables de quelque chose. Ça va bien. C'est très confortable de rester un enfant parce qu'on est porté. Puis à un moment donné, quand même, c'est bien pour ça qu'il y a la crise de l'adolescence, on a aussi envie de se porter un petit peu tout seul, mais on n'est pas encore capable. Bon, voilà, à un moment donné, il va falloir qu'on se porte tous individuellement, qu'on arrive à prendre un peu de responsabilité. Et puis surtout, il n'y a plus de planification. On passe à une ère où on est dans l'accueil de l'inconnu. Donc prévoir qu'il y aura de l'inconnu. Et prévoir qu'en réalité, accueillir le fait que on va avancer. Alors, on a une direction, on a un fil conducteur, évidemment, on ne va pas dans tous les sens. Mais on fait confiance. On garde cette étoile et on fait confiance en l'alchimie, en l'alchimie humaine, voilà. Ou la magie de l'instant présent, ou la chance. Voilà. Alors, vous allez me dire, on peut pas construire sa vie et encore moins une organisation autour de la chance. Non, mais on peut l'accueillir et puis surtout développer une finesse, une sensibilité qui vous permette de voir les micro-signaux. On parlait d'intuition, les micro-signaux qui nous disent « Ah, finalement, peut-être bien fait d'aller par là. » Et ça n'est pas si abstrait que ça. En revanche, ça demande une discipline. C'est pas du tout ésotérique, hein, ce dont on parle. Cette discipline, c'est quoi? Comment je fais pour capter les informations de l'environnement, les micro-signaux de l'environnement? On parlait du silence tout à l'heure. Bah, je fais silence déjà. Je fais silence. Je ne peux pas être constamment dans le silence, j'ai besoin d'être en interaction, mais je m'autorise et je m'accorde, et voire même, je m'impose ces moments, de silence. Dans mon agenda, en début d'année, je m'impose des moments de silence. Je les marque. Dans mon agenda de la semaine, je marque mes moments de silence, mes moments de solitude. Alors pour ceux qui méditent, bah, tant mieux. Pour ceux qui ne méditent pas, on peut méditer en marchant dans la forêt. On peut méditer n'importe comment. Je m'impose ces moments de silence. Et je tisse avec les rencontres. Tout à l'heure, je parlais de la pensée globale, de la pensée, de prendre conscience petit à petit de l'interdépendance. Les rencontres que je fais ne sont... Je ne crois pas au hasard. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont toujours des bonnes rencontres? Moi, je crois très fort aux enseignements de la vie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand je rencontre quelqu'un qui m'irrite, je le remercie après. Sur le moment, je ne le remercie pas. Mais après, je le remercie quand j'ai pris du recul, justement, parce que je me dis, waouh, il m'a apporté un sacré enseignement à lui. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être, il m'a fait découvrir une de mes limites. Oui, au contraire, il m'a permis de poser une de mes limites parce que là, too much. Voilà. Donc, finalement, en posant une de mes limites, j'ai découvert une de mes forces. J'étais capable de tenir tête, de dire ma réalité ou ma vérité. Donc, merci. Merci à celui qui m'irrite. Et puis, quand je découvre une perle, un être magnifique qui est sur un chemin de compréhension, de conscience, de notre magnifique interdépendance, et ben, je dis Alléluia. Voilà. Et je choisis petit à petit des espaces, des lieux, des personnes inspirantes pour, dans mon agenda, je les marque quasiment. C'est-à-dire que mon intention, c'est à la fois je reçois, j'accueille ce qui va venir dans les nouvelles rencontres, je me réjouis des nouvelles rencontres. Et en plus, je prévois d'aller régulièrement à la source, ou en tout cas, me ressourcer avec des gens qui sont positifs, qui, sans être dans le déni, hein, je ne suis pas en train de dire de passer son temps à rêver, quoique. Rêver ensemble, ça peut avoir aussi un intérêt, c'est qu'il y a des gens dans un groupe qui ont des compétences différentes. Et donc, certains vont voir une manière de raccrocher ce rêve à une réalité, par un petit bout. Il suffit qu'il y en ait un qui le raccroche par un petit bout, puis il y en a un autre qui va récupérer l'autre bout, puis finalement, ça va tenir, ça va se réaliser dans la matière. D'où l'intérêt du collectif. La diversité, c'est un cadeau qui nous est offert. On n'est pas tous compétents aux mêmes endroits. On est tous leaders de quelque chose, mais on n'est pas tous compétents à un même endroit. Les relations durables, je pense en particulier à l'entreprise élargie, je pense que la crise a permis de vérifier et de consolider les relations qu'on pouvait avoir avec les acteurs de notre environnement, nos partenaires, nos fournisseurs. Parce que c'est pas parce qu'on est dans l'inconfort, au contraire, c'est parce qu'on est dans l'inconfort qu'on va se serrer les coudes. Et quand on avait commencé à initier des justes relations, comme par hasard, quand il y a une crise, eh ben, effectivement, les gens sont ensemble et s'entraident. On appelle la solidarité, comme par hasard. Alors, on va peut-être pas espérer des crises toutes les 5 minutes pour pouvoir observer ça. N'exagérons rien. Mais soit on regarde la crise comme étant uniquement négative, ou alors on regarde tout ce qu'elle a permis de révéler, c'est merveilleux. Et alors, j'adore cette expression de consteller avec d'autres. Je disais comprendre l'interdépendance, comprendre la diversité, intégrer ça dans la complexité, intégrer la diversité. Alors ça veut dire quoi, intégrer la diversité? Est-ce que ça veut dire que finalement on va se retrouver avec une espèce de grosse soupe où on n'arrive même plus à avoir une représentation harmonieuse tellement c'est multiple? Est-ce que c'est ça, intégrer la diversité? Ben non. Dès lors qu'on a une étoile, un projet en commun, une vision d'un avenir pour son organisation, pour la France, pour l'Europe,
pour la planète. Mais on la regarde, cette étoile, et on avance en direction de cette étoile. Et comme par hasard, il y a tout un groupement de personnes. C'est le hasard, quand je disais qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres, mais comme par hasard, les gens se rencontrent. Et puis opèrent, et œuvrent, et mettent dans la matière, dans la réalité. Donc j'aime à dire consteller, parce que finalement, si on constelle avec d'autres, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que les étoiles nous voient de l'autre côté. Voilà. Au-delà de l'hexagone, ça c'était pour la ruche, au-delà de l'hexagone, au-delà de l'Europe, et puis voilà, peut-être sur toute la France, sur toute l'Europe, et puis sur toute la planète. Quels sont les projets aujourd'hui qui continuent de faire sens pour nous? Et justement, en cette période de crise, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de mettre en place pour demain? Et il ne s'agit pas de briller, hein. Il s'agit plutôt de rayonner. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de rayonner sur le monde, dans le monde, aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Merci Muriel. Alors, on n'a pas de questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont présents ici aujourd'hui? Écoutez, on a d'autres questions? Non. On est dans un silence d'église. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De cathédrale. Voilà, on fait silence. On peut peut-être en profiter pour parler de tes 2 livres, si tu le souhaites, Muriel. Si tu veux. Que l'on retrouve sur le site de Muriel, arevia.fr, si je ne me trompe pas. Et tu en as quelques exemplaires à disposition. Ouais. Donc, c'est Se transformer en beauté. Oui. Et puis, Un rêve de jardin. Alors, ce sont 2 produits, ce sont 2 choses complètement différentes. Mais je vous le présente simplement parce qu'il est beau. Il a été illustré par Justine Louvet. Et il parle de toxicité dans les relations humaines et comment en sortir. Alors, ce n'est pas forcément d'actualité par rapport à la crise, mais quand même. Ce qui est abordé dans ce livre, c'est tout un processus pour sortir de cette toxicité où les gens sont effectivement dans des guerres d'ego et arriver à au moins l'innocuité, qui est déjà pas si mal. Et puis petit à petit, de l'innocuité, passer à une forme de qualité dans la relation. Waouh! Les gens arrivent à s'apprécier, à travailler ensemble, tout ça. Il n'y a plus de processus parallèle, des choses. Et puis, alors, caresser l'espoir, mais c'est comme la sagesse, ça ne s'atteint pas. On peut l'espérer, mais caresser l'espoir d'arriver à la beauté dans la relation. Alors, la beauté dans la relation, justement, je dis que cette crise, elle est magnifique parce qu'elle elle a provoqué une accélération sur certains aspects. Et la beauté dans la relation, telle que je me la représente, c'est justement être cette capacité d'accueillir. Accueillir l'instant présent dans une réunion. On a prévu d'aborder un sujet qui est super important. Et puis quelqu'un arrive, qui vient de vivre quelque chose qui est très particulier pour lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On zappe? On n'a pas le temps. Ou on accueille. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va traiter le sujet de la personne pendant la réunion. Ce n'est pas forcément le lieu. Mais comment est-ce qu'on accueille la personne qui arrive avec ça? Parce que avec le ça, que je ne décrirai pas parce que ça peut être tellement variable. Avec le ça, il ne sera pas dans le groupe. Alors on pourrait se dire, bon, pas grave, on va se passer de lui pour cette réunion. Mais non. Pourquoi c'est pas juste? Alors on peut lui dire, ok, on est conscient qu'aujourd'hui, tu vas peut-être te mettre entre parenthèses. Mais ça déjà,
c'est l'accueillir. C'est pas la même chose que de faire comme si il ne vivait rien. Et du coup, je lui redonne sa place. Et qu'est-ce qui va se passer si je lui redonne sa place? Mais même s'il n'est pas à son 300%, peut-être qu'à un moment donné, il va dire quelque chose de juste waouh, super important, qui va nous faire complètement changer notre fusil d'épaule ou voir sous un autre angle. Donc, entre guillemets, le maillon faible, celui qui arrive avec sa difficulté, soit je l'intègre au sens noble du terme. C'est quoi intégrer au sens noble du terme? C'est que je l'accueille. Et son point de vue, là encore, c'est pas une histoire de dire, on n'est pas dans le béni oui-oui, on n'est pas en train de dire que tout le monde a raison et on est d'accord sur tout, c'est pas le sujet. Mais quelqu'un qui vient avec un autre point de vue ou avec une fragilité ou avec voilà. La seule vérité, elle est dans l'instant présent. Quand on prépare une conférence, il y a plein de scénarios possibles. Il y a en présentiel avec 300 personnes, il y a en présentiel avec 20 personnes, il y a voilà, à distance. Alors, si on passe son temps à s'imaginer le truc, on est dans le passé, soit dans la nostalgie du passé, dans la comparaison avec le passé. Et donc, on n'est pas dans l'instant présent. Donc, on n'est pas capable de tisser avec ce qui se passe dans l'instant présent. Et puis, si au contraire, on a une représentation de l'avenir, mais qu'on est bien trop loin. Ouais, mais ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe là, ici et maintenant? Ah bah non, ici et maintenant, on n'y est pas encore. Ah, mais comment on fait? On ne peut agir que dans l'instant présent. Donc la seule chose, entre guillemets, qu'on ait à faire, toute notre vie durant, c'est de développer la présence, la conscience, la présence, l'accueil de ce qui se passe. Et puis, alors, il est sûrement nécessaire d'avoir une certaine foi dans la justesse de tout. De ma petite expérience de vie, j'ai toujours réussi à donner du sens à tout ce qui se passait. Alors, pas forcément tout de suite au départ à chaque situation compliquée, mais avec le temps. Donner du sens, ça veut dire quoi? Souvent, on cherche le sens des choses. Quand on vit une expérience difficile ou... Alors, quand on vit des expériences faciles, on se dit c'est normal, je suis bon, je suis génial, ou bonne. Puis après, ou alors j'ai eu vachement de chance. Puis quand on vit des situations pénibles, on se dit pourquoi moi? Et on cherche du sens aux choses, aux événements. Ce que j'ai découvert depuis quelque temps, c'est qu'il fallait qu'on le donne, le sens, pas qu'on le cherche. Et c'est pas du tout donner du sens, c'est pas du tout prétentieux. C'est un choix de vie. Je crois qu'on a une particularité, c'est qu'on a le libre arbitre. Et donc, dans chaque situation, on peut décider, alors pas les événements qui nous arrivent, on ne peut pas tous les décider, mais par contre, dans chaque situation, on peut décider de transformer cette situation en quelque chose de positif, de beau, d'enseignant. Si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe et que je passe mon temps à m'énerver, de deux choses l'une. Soit je me positionne en disant « Ok, ça ne me convient pas. De quelles ressources je dispose?
en moi ou autour de moi pour arrêter, soit j'accepte la situation et je donne du sens à cette situation. Je dis, OK, j'accepte parce que je sais que c'est le prix à payer pour ceci. Voilà. Donner du sens à sa vie ou donner du sens à l'organisation. Donner du sens, redonner du sens aujourd'hui à votre organisation. Redonner un sens. Ça veut dire quoi le sens? C'est la signification qu'on donne à son projet d'entrepreneur? Ou c'est la direction? C'est les deux? Parce qu'on pense souvent à direction. Redonner du sens, c'est OK, je vais par là, j'y retourne. Ou je vais peaufiner à cet endroit-là parce que c'était pas mal. Est-ce que c'est ça le sens? Ça peut, hein? Mais c'est pas que ça. Qu'est-ce que cette expérience dans notre organisation a permis de comprendre au sein de notre organisation? Qu'est-ce qu'elle a permis de développer qui était totalement inattendu? C'est ça qu'on doit développer comme nouvelle compétence dans les organisations pour qu'elles soient agiles. Se réjouir de l'inattendu. Se réjouir de l'imprévu. Au lieu de s'en inquiéter. Et faire avec. Une question dans le chat. Oui. D'Alexandre qui dit: en qualité de biologiste, je ne crois pas vous avoir entendu faire référence à Darwin, alors que bon nombre de vos propos s'appuient sur des éléments de la théorie de Darwin. Rupture, adaptation, agilité, évolution en milieu contraint. Ouais. Je suis biologiste aussi. Mais moi, j'ai rencontré un professeur d'embryologie il y a plus de 30 ans, qui m'avait particulièrement impressionnée. D'abord, c'était quelqu'un qui était brillant en embryologie, évidemment, et qui m'avait surtout impressionnée par son humilité. Et il m'avait dit que plus il avançait dans la connaissance, et plus il s'orientait vers la spiritualité. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, la science, finalement, n'empêche pas d'avoir une compréhension plus vaste et de se dire que, finalement, cet univers est quand même assez incroyablement exceptionnel, plein de ressources inattendues, parfois inespérées. Et dans les ressources dont on dispose, il y a l'être humain et notre résilience, ça n'est pas que mécanique pour moi, c'est beaucoup plus, bien au-delà de la simple évolution. Parce que si on parle de l'évolution, on pourrait dire finalement, on a eu beaucoup de chance dans l'histoire. Il y a des petites bactéries anaérobies qui ont largué des déchets. Ouais, je trouve que le déchet, c'était de l'oxygène, donc ça nous a quand même bien arrangé sur l'histoire. On peut se dire, finalement, on a eu de la chance. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et qu'est-ce qu'on en fera encore de cette chance d'avoir de l'oxygène? Quels sont les déchets qu'on produit et en quoi ils peuvent être réutilisés et être utiles à d'autres? Je ne sais pas. Mais il y a une dimension pour moi dans mon propos qui est au-delà de la biologie et de la compréhension de l'évolution. Moi, je suis alors ça aussi, ça fait partie des qualités, je pense, qu'on va devoir développer. Je suis émerveillée. Voilà. Et cette capacité d'émerveillement, finalement, elle me permet de continuer d'avancer, même si je ne suis pas dans le déni. Je suis aussi capable de voir tout ce qui se passe autour et qui peut aussi parler de souffrance et de difficulté. Mais je ne vais pas dire que ça ne m'atteint pas,
ça m'atteint ponctuellement. Mais j'ai une foi en quelque chose qui nous dépasse et qui nous permet de sortir de beaucoup de situations, même complexes. Peut-être le mot de la fin. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais des retours positifs. Donc je te ferai part par la suite, Muriel. Eh bien, cette conférence, on peut dire qu'elle fait du bien. Elle est pleine d'ondes positives, je pense, et elle nous permet de transformer tous nos verres à moitié vides en verres à moitié pleins. Le replay sera diffusé dans les jours prochains sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour aller voir les anciens replays, mais également être notifié de l'apparition des prochains. Prochaine conférence déjeuner le 28 janvier avec David Zach qui nous parlera de l'application de l'intelligence artificielle dans nos industries. Vous recevrez prochainement les communications à ce sujet et l'ouverture de la billetterie, donc se fera d'ici la fin de semaine. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Merci.